Ce soir, j'aimerais vous parler d'un certain Jacques Rueff. J'ai fait une connexion entre son nom, son importance à travers le mondialisme, et notamment la trilatérale, et une vidéo que je viens de regarder sur YouTube. Je vous en parle juste après. Tout d'abord, voyons qui était Jacques Rueff. Aussi que Jacques Rueff, c'était un Européen avant l'heure. Alors Jacques Rueff, en quittant le cabinet de Poincaré où il était rentré en 26, Poincaré le nomme à la Société des Nations à Genève. C'est là où Rueff va faire la connaissance de Keynes, mais Rueff fait la connaissance aussi du directeur de cabinet d'Aristide Briand, qui est un Européen, Aristide Briand, et qui vient souvent à Genève comme ministre des Affaires étrangères. Et Rueff propose un plan de construction européenne au cabinet d'Aristide Briand, par l'intermédiaire de celui qui deviendra le poète Saint-Jean-Perse, qui est Alexis Léger. Et ce plan va cheminer, remonter jusqu'à Aristide Briand. Et quand on relit ce que proposait Rueff en 1929, c'est libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux. Ce qui sera réalisé en 1957, d'où l'importance de l'intervention de Rueff en 1958, parce que son plan d'assainissement va comporter un volet d'ouverture sur l'Europe et aussi sur le monde. Les années 1920-1930, c'est très intéressant, il rentre à la Société des Nations, la SDN, avec une première implication dans une logique de gouvernance économique internationale, ce mondialisme technique en question. Autre fait intéressant, était associé au Bilderberg Group, un groupe mondialiste fondé par Joseph Ratzinger, qui était aussi un grand ami d'un certain Sean McBride. Dans certaines listes de participants historiques du groupe Bilderberg, on peut voir que Jacques Rueff apparaît comme présent, notamment entre 1958 et 1966. On est donc très loin de la petite participation. Le Bilderberg est décrit comme un forum privé rassemblant des personnalités de la finance, de l'économie, de la politique ou des affaires, ce qui correspond au profil d'un économiste, aux fonctionnaires comme Rueff. En explorant un peu plus son pédigré, je me suis rendu compte que sa plus grande contribution, qui a été faite, on va dire, à l'humanité, est généralement considérée comme son rôle majeur dans la réforme monétaire française de 1958, connue sous le nom du plan Pinet-Rueff. Avec Antoine Pinet, Rueff conçoit un plan radical qui met fin à l'hyperinflation latente, rééquilibre les finances publiques, libéralise certains secteurs et restaure la confiance internationale dans le franc. Ce plan est souvent décrit comme l'un des fondateurs du redressement économique de la France, ouvrant la voie aux 30 Glorieuses. Bien qu'il ne soit pas l'architecte de l'euro, le Rueff a largement inspiré la doctrine monétaire allemande, la conception européenne de la stabilité et l'idée qu'une union monétaire exige une discipline budgétaire forte. En résumé, si l'on devait retenir une seule contribution durable de Jacques Rueff, ce serait qu'il ait posé les bases d'une économie française stable et moderne en 1958 grâce à une réforme monétaire considérée comme l'un des tournants les plus importants de l'histoire économique contemporaine. Mais attention, son héritage intellectuel, en particulier sa pensée sur la monnaie, a marqué l'économie bien au-delà de la France. Rueff défendait l'idée d'un système monétaire international adossé à une monnaie réellement neutre, par exemple l'or, au mécanisme international qui empêcherait un pays unique d'imposer sa monnaie aux autres. Marqueur du mondialisme. En résumé, Rueff pensait que l'usage du dollar comme monnaie internationale était dangereux pour l'équilibre mondial, dialectique hegelienne. Il plaidait pour une monnaie internationale non nationale ou pour un retour à des contraintes fortes comme l'étalon or. De prime abord, ça a l'air beau, mais on voit qu'aujourd'hui ça ne s'est jamais fait, alors qu'il était pourtant, avec Pinet et d'autres personnages dont on ne parlera pas ce soir, l'un des piliers des prémices de l'euro, de la monnaie euro. Autre chose qu'il faut dire, c'est que ce personnage est à l'origine de la libre circulation des capitaux, c'est-à-dire que les capitaux puissent entrer et sortir d'un pays sans restriction, soi-disant arbitraire, que l'épargne et les investissements circulent sur des critères économiques et non politiques. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que, au final, par cette philosophie monétaire qui va transiter dans la tête de pas mal de personnages, puisqu'il va être remercié plus tard, et c'est ça le plus étonnant, c'est qu'un pays comme la France remercie un personnage qui fait fuir des capitaux. En tout cas, qui permet la fuite des capitaux. Et on sait à qui cela profite, ceux qui ont les moyens de le faire, c'est-à-dire cette internationale, qu'elle soit J ou non. Là où cela devient intéressant, car Rueff considérait que l'utilisation d'une monnaie nationale comme monnaie internationale, comme le dollar, était une erreur structurelle. Il voulait une monnaie internationale neutre. Vous avez bien entendu, internationale neutre. En se servant d'un modèle international comme le dollar, mais en enlevant cette particule nationale. Si vous êtes un chrétien honnête, le nationalisme, comme le communisme, comme le fascisme, comme le libéralisme ou encore l'antilibéralisme, ne sont pas des concepts qui doivent vous coller à la peau. C'est la gestion des contraires. Concernant l'euro, Rueff a défendu l'idée qu'une monnaie internationale doit être neutre.
C'est un des fondements philosophiques de l'euro. Philosophie, Paul disait, notamment aux Colossiens de mémoire, que la philosophie des hommes n'était rien vis-à-vis de la science divine. L'euro n'est pas la monnaie d'un seul État, donc pas de privilèges exorbitants pour un pays comme celui du dollar pour les États-Unis. Mondialisation. Rueff avait critiqué le dollar comme une monnaie mondiale, une thèse très proche de l'argument utilisé plus tard pour construire une monnaie européenne indépendante. Rueff plaidait pour une discipline budgétaire et monétaire stricte. L'Union européenne a repris cette logique. Critères de Maastricht, pacte de stabilité, indépendance de la BCE, priorité donnée à la stabilité des prix. Ces principes sont très ruffiens, sans être liés à un quelconque animal. Son influence sur les économistes et décideurs allemands et français, responsable de la construction monétaire européenne, Bundesbank, monétiste, technocrate français et allemand, était très influencé par l'école de la pensée de la stabilité monétaire, la critique du laxisme, l'importance d'une monnaie forte. Rueff faisait partie des grands théoriciens cités dans ces débats. Mondialisme. En résumé, oui, Rueff a contribué à poser les bases intellectuelles qui ont rendu l'euro possible. Pas directement comme un fondateur, car il est mort avant que ça puisse venir, mais comme l'un des penseurs majeurs ayant inspiré la philosophie monétaire européenne. La chose qui est étonnante avec ce Jacques Rueff, c'est que il fait partie d'un projet mondialiste. Il est invité au groupe Bilderberg, et on sait que le groupe Bilderberg est une des principales caisses de résonance du mondialisme, avec la trilatérale, le Council of Foreign Relations, l'Institut Atlantique, la Round Table ou encore la SDN dont il a fait partie. Si on ne peut pas dire que Jacques Rueff est un membre de la communauté, car il est juif par son père, et selon la halakha, la loi juive, il n'y a que par la mère que cela est transmis, on peut dire qu'il a quand même bien contribué à l'avancement de l'internationalisme, mais surtout de ce mondialisme, qui est l'autre face du noachisme. Cette symbolique de la menorah parmi les nations qui est allumée dans les capitales, dans les très grandes capitales d'Europe, mais aussi d'autres pays, n'est pas anodine. Ce symbole de la lumière juive, au final, de la lumière de la République universelle, donc de la République française, et pour le coup, ici, le 14 décembre 2025, fête devant la Tour Eiffel, qui est un autre symbole de leur suprématie. Mais le plus triste dans tout ça, c'est qu'on nous balance à longueur de temps, que ce soit catholique, chrétien, musulman, athée, que la laïcité est la valeur suprême de la République. Mais si la République est une construction judéo-maçonnique, alors dans ce cas-là, ce n'est pas étonnant que les règles changent quand ils en ont envie. Et terminons cette vidéo sur une note positive. En tant que chrétiens, nous avons déjà gagné. Car en acceptant le Seigneur Jésus-Christ et en s'en remettant uniquement à son nom, et en dédiant votre vie à lui, à la gloire de son œuvre, vous êtes déjà sauvés. Mais uniquement si vous vous en remettez à lui. Le temps est venu. Quand je dis que le temps est venu, c'est que nous ne savons pas de quoi demain est fait. Alors, il est temps de se convertir et de devenir chrétien. Car tout ce que vous voyez actuellement, le mondialisme, le noachisme, se construit en opposition au christianisme. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen.